Donc, Jurassic World Rebirth, un film bien sûr de Universal qui sort techniquement demain, donc le 2 juillet 2025. Bien sûr, c'est présentement en salle, ou du moins va être sous peu en salle. Comme je disais, j'ai eu accès à un visionnement c'était pas vraiment un visionnement de presse, plutôt qu'un visionnement de pré-sortie et tout. Donc, hier, le 30 juin, au Cinéma Banque Scotia, invitation du bon Yannick Belzile du podcast Le Voyeur de Vue. Donc, je le remercie. Il y avait tout d'ailleurs le gratin dinosaurophile de la ville qui était là. Il y avait Julien Paris-Sorel qui fait Aventurosaure ainsi que le podcast C'est quoi le Raptor? Un podcast de dinosaures que j'adore. Donc, je salue Julien qui était là sur place. Donc, aussi. Donc, il y avait bien du monde. C'était un visionnement quand même assez le fun. Alors, puis quelqu'un dit, es-tu encore hype pour les nouveaux films de Jurassic Park? Ben, mon chum, t'arrives au bon moment. Puis, Dom, si t'arrives au moment de mes impressions, mon ami, du dernier film de Jurassic World. Pour répondre à ta question, Dom, oui, j'étais quand même assez hype par Jurassic World Rebirth. Notamment parce qu'il est réalisé par Gareth Edwards. Gareth Edwards qui avait réalisé dans le fond le reboot de Godzilla, là, du moins le premier film de la nouvelle série Godzilla. Aussi Star Wars Rogue One, un Star Wars que tout le monde aime, dans le fond, là, que tout le monde dit souvent que c'est un des meilleurs Star Wars. Aussi The Creator. Et un film qui s'appelle Monsters, qui est un peu moins connu, mais qui est un genre de film indépendant de kaiju et tout. Donc, et comme Eldouderino dit dans le chat, réal le plus surcoté d'Hollywood, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais aussi, le film est écrit par David Coeb. David Coeb qui a écrit, dans le fond, ou co-écrit, si on veut, là, les scénarios des deux premiers films de Jurassic Park, donc Jurassic Park et The Lost World, à l'époque, avec Steven et Michael Crichton. Donc, quand même, un pas pire pedigree pour se dire que peut-être que dans le fond, on va s'éloigner un peu de Jurassic World, les trois films d'avant qui étaient quand même plutôt moyens, on va pas se le cacher. Donc, c'était ce qu'on pourrait appeler, j'aime pas, faut pas dire le mot plaisir coupable, mais tu sais, c'était des plaisirs coupables dans le sens qu'on voyait des dinosaures à l'écran, mais on voyait aussi beaucoup de monde à l'écran, comme Chris Pratt, que tu sais, c'est comme pas toujours, ça fait pas toujours du sens qu'est-ce qui se passe, mais bon. Moi, s'il y a des dinosaures à l'écran, je peux pas chialer. Donc, ce film-là, justement, même s'il porte le titre Jurassic World, en fait, il vient vraiment tourner la page sur ce chapitre-là de la franchise. Donc, si vous n'êtes pas à jour dans ce qui se passe dans l'univers de Jurassic Park, dans la série Jurassic World, finalement, des événements ont fait en sorte que les dinosaures ont fini par se retrouver en liberté dans notre monde moderne. Et puis, bon, il y a toute une fable de est-ce que l'homme et le dinosaure peuvent cohabiter. Puis, patati patata, Chris Pratt en chess qui fait des stunts en moto. Fait que c'était un peu moyen. Et le film commence, dans le fond, en nous expliquant que, ben c'est ça. Dans le fond, les dinosaures sont pas vraiment capables d'habiter dans le monde moderne. T'sais, les maladies, les conditions atmosphériques et tout font en sorte qu'ils sont pas vraiment aptes à vivre avec, à cohabiter avec nous, sauf dans certains endroits de la planète, donc plus au centre de l'équateur si on veut, parce que bon, les conditions atmosphériques, l'oxygène disponible et tout, est plus près de ce qu'il y avait dans la préhistoire pour justement leur permettre de survivre. Donc, ça commence d'ailleurs avec une belle scène. Là, je vais faire attention aussi, petite parenthèse, je vais essayer de ne pas divulgacher le film parce que il n'est pas sorti encore. Donc, il y a des bonnes chances que vous l'écoutez, cette critique-là, si on veut, avant même d'aller le voir. Donc, je vais essayer de garder ça quand même pas trop descriptif de ce qui se passe, puis très light sur les spoilers. Donc, voilà. Donc, le film commence avec justement une scène dans laquelle on découvre que InGen, probablement à l'époque des débuts de Jurassic World, avait une autre île secrète, once again, dans laquelle on essayait de justement créer des hybrides de dinosaures. Et suite à un événement un peu fâcheux, si on veut, toute cette île-là a été shut down, mais cette île-là
abriterait notamment les spécimens qui étaient soit trop gros pour vivre à Jurassic World ou encore trop répugnants ou trop monstrueux dans le fond pour pouvoir même être gardés en captivité. Donc, la prémisse de l'univers est quand même intéressante à ce niveau-là pour créer un peu de nouveauté puis amener justement des nouveaux visages de dinosaures à l'écran. Et puis, ben c'est ça. Donc, le film commence avec le personnage de Martin Krebs qui est comme un homme à la tête d'une compagnie pharmaceutique qui, dans le but de développer une nouvelle drogue qui pourrait sauver des millions de vies, a besoin d'obtenir de l'ADN justement de ces créatures-là préhistoriques parce que celles-ci auraient les spécimens les plus gros de Jurassic World. Parce que ceux-ci détiendraient potentiellement la clé pour développer cette médecine-là, parce qu'il y aurait des gros cœurs, parce que c'est des grosses bébites qui ont des gros cœurs. Donc, il y a besoin d'avoir 3 échantillons d'animaux, donc un échantillon d'animal marin, le Mosasaurus, donc le gros crise de crocodile mélangé avec une baleine. Là, je le dis à l'audio comme ça pour ceux qui ne sont pas fans de dinosaures mais qui ont déjà vu un peu des images. Là. C'est le gros crocodile en forme de... mélangé avec une baleine. Ensuite, un échantillon de Titanosaurus, donc une espèce de brachiosaure, un dinosaure à long cou, un brontosaure, mais gigantesque. Et le Quetzalcoatlus, un genre de ptérodactyle, encore une fois, aussi gros qu'un F-15. Donc, pour aller obtenir ces spécimens-là, bien sûr, cette liste-là lui est fournie par le Dr. Henry Loomis, donc un paléontologue qui se retrouve justement sans emploi finalement parce que tout le hype des dinosaures s'est estompé. Les dinosaures qui étaient en liberté dans le monde commencent à mourir. Donc les gens se calissent des dinosaures, donc ils ne veulent plus nécessairement aller voir des musées avec des fossiles encore moins. Donc celui-ci aide finalement à identifier les potentielles sources d'ADN qui pourraient justement aider cette drogue-là, mais devient aussi un consultant, si on veut, là, pour les dinosaures. On a aussi le personnage de Zora Bennett, donc Scarlett, pour les avatars de Scarlett Johansson. Une mercenaire qui se décrit plus comme, dans le fond, une espèce de super... de consultante en sécurité, quasiment. On comprend que c'est une mercenaire, donc une badass de service qui va être recrutée, bien sûr, pour pouvoir aller mener à terme cette mission-là sur cette île secrète. C'est une île secrète dans le sens que les gouvernements du monde entier se sont tous entendus pour dire que c'est absolument interdit et illégal d'aller traîner sur ces îles-là, aller déranger les animaux. Donc, personne n'a le droit d'y aller. Alors, pour ce faire, on va avoir besoin aussi des services de Duncan, joué par Mahershala Ali. Donc, qui vient... c'est ça, en gros... je crappe toujours son nom. Mahershala Ali. Bon, excusez, je veux être sûr que je crappe pas son nom, le pauvre. J'adore tellement cet acteur-là, mais j'ai tellement de la misère avec son nom. Donc, on va recruter ses services, justement, parce que c'est comme un expert on comprend que c'est un genre de Han Solo, si on veut, là, de ces eaux-là. Donc, un mercenaire au cœur tendre qui a des principes. Donc, alors voilà. Donc, pendant la cueillette, si on veut, là, Mahershala en attendant Blade, effectivement. Donc, fait que c'est ça. Fait que toute cette bande de joyeux lurons-là s'en vont vers l'île. Et puis, vont vite découvrir le Mosasaurus, qui est comme une espèce de, comme je vous dis, l'espèce de baleineau dinosaure hybride crocodile. Là. Je m'excuse pour tous les fans de paléontologie qui se font scraper leur dinosaure, mais bon. Donc, cette rencontre avec le mosasaure, évidemment, va pas super bien se passer. Mais par la bande, il y a aussi une famille, la famille Delgado, qui, elle, fait une traversée des Barbades en bateau à ce moment-là, qui, elle aussi, va se retrouver sur le chemin, justement, du mosasaure et vont se retrouver un peu
décalissés, si on veut, par le dinosaure même. Donc, vont se retrouver eux aussi shipwrecked, si on veut, avec notre gang de personnages. Et puis, ben c'est ça, les deux groupes vont devoir finalement, d'un côté, compléter leur mission de retrouver tous ces échantillons-là, mais aussi la famille Delgado, elle, tenter de survivre à l'île dans le but, évidemment, tout le monde de se retrouver au point d'exfiltration, je sais pas comment on dit en français, mais bon, du moins au point de sortie, si on veut, pour pouvoir se sauver de l'île. Évidemment, c'est pas aussi facile que ça. Donc, l'île est remplie de dinosaures. L'île est remplie de mystères. Et puis, évidemment, elle a été abandonnée pour une raison bien spécifique parce que les bestioles qui sont là sont beaucoup trop terrifiantes pour être contrôlées. Et là, vous comprenez qu'on fait allusion à la fameuse bibite qu'on voit pas dans les bandes annonces, qui est le D-Rex, le Distorsius Rex. Donc, une espèce de dinosaure, tyrannosaure géant, mutant, qui est comme épouvantable, qui est pas très beau. Sa mère doit pas l'aimer bien, mais techniquement, il doit pas avoir de mère, fait que ça va. Donc voilà, alors je vais pas, comme je vous dis, rentrer trop dans les détails de l'histoire, là. Je reste un peu en niveau surface parce que je veux pas nécessairement divulgacher la patente, mais c'est bon. Pour répondre rapidement à Dom dans le chat, oui mon kid, on a écouté pour la première fois Jurassic Park cette semaine. Il a bien aimé ça, il a trouvé ça juste un peu plate les bouts de ce que le monde parle, mais peut-être que je chatouille l'idée d'aller voir Jurassic World Rebirth avec lui peut-être. Donc... En termes de film, là, comment... Parce que là, l'intrigue fonctionne. Donc ça, c'est bien. C'est une prémisse qui marche. On pourrait même dire que ça aurait pu être le Jurassic Park 3 s'il n'y avait pas eu le World entre-temps, puis ça aurait fonctionné autant. il aurait pu avoir juste ça, puis ça aurait été correct à partir comme troisième film. Mais bon, en même temps, on a Gareth Edwards qui arrive, qui est, comme je le dis... comme on a été mentionné tantôt dans le chat, un peu peut-être un des réalisateurs les plus surcotés, qui, en fait, fait un peu la même chose qu'il a fait justement dans ses autres films, dans Monsters ou encore dans Godzilla. Et c'est vraiment, en fait, mettre plus le focus sur les humains que sur les dinosaures. Donc, tu sais, à sa défense, on réussit quand même vraiment... de façon très habile à nous expliquer les relations qu'il y a entre les personnages, leur dynamique, mais aussi où est-ce qu'ils se retrouvent en tant qu'individu dans ce monde-là. Il y a beaucoup d'exposition qui est faite de façon très habile dans le film, assez vite. Tu comprends pourquoi Zora Bennett a fait ça aujourd'hui. Tu comprends que Duncan, c'est un mercenaire, mais c'est pas vraiment rien qu'un mercenaire. C'est aussi une personne qui est comme pas un libertin, mais quelqu'un qui a vraiment un libre agir très fort puis qui va faire à sa tête, tu sais. Donc, tu sais, tous ces personnages-là sont bien construits de façon habile sans être trop caricaturés. Donc ça va bien. Mais tu sais, en même temps, c'est tellement des bons acteurs qui sont là-dedans, dans ce film-là, que tu sais, c'est quasiment un given que ça va être solide. Mais, en revanche, je vous dirais que le film est un peu moins... la vedette sur les dinosaures. Un peu comme dans Godzilla, où tu as l'impression que tu suis du monde qui vit dans un monde dans lequel Godzilla il passe au travers. T'sais. Par moment, c'est un peu le sentiment que j'ai eu pendant le film. Il y a comme... Tu sais, Steven Spielberg avait compris avec Jurassic Park que, dans le fond, la vedette du film, c'était le T-Rex. Fait que, le T-Rex, il fallait qu'il revienne à la fin, saves the day. T'sais. The Lost World, Jurassic Park, c'est quasiment juste... A T-Rex Story, c'est vraiment ça qui filme. C'est vraiment ça qui fait un peu l'ADN du film, les dinosaures, puis qui fait que le monde tough la game. Et c'est pas nécessairement un défaut du film, c'est pas nécessairement une maladresse ou quelque chose de dégueulasse, mais c'est certainement quelque chose qui, moi, m'a fait filer un peu différent peut-être des autres films de la série. C'est ça. C'est à quel point il n'y avait pas nécessairement de fil conducteur dinosaurien dans tout ça. Il n'y a comme pas de... Il n'y a pas de dinosaure superstar qui drive le film. Dans The Lost World, on comprend assez vite que c'est le tyrannosaure, le T-Rex, la famille des T-Rex qui drive la patente. C'est genre,
On découvre, on va faire chier les T-Rex. Les T-Rex viennent toutes décalisser la patente. Les T-Rex poursuivent les protagonistes tout le long du film, puis ils rencontrent d'autres dinosaures en cours de route. Ça va. Les protagonistes se sauvent, puis à la fin, le boss de la fin, ben Chris, c'est le T-Rex qui est dans la ville. Donc, tu sais, tout ça se tient, mais il n'y a comme pas cet élément-là. Et puis, c'est un peu particulier parce que, tu sais, on avait justement l'impression que peut-être que le fameux nouveau gros dinosaure, le D-Rex, aurait été ce personnage-là, mais tu sais, c'est plus comme le boss de la fin. Parce que ce film-là est vraiment découpé de façon très jeu vidéo. Puis tu sais, c'est comme la première affaire que tout le monde a dit après avoir écouté le film, tu sais, quand on a discuté entre nous, c'est que ça file comme un jeu vidéo parce qu'il y a comme le tableau du monstre marin, il y a le tableau du monde terrestre, le tableau du monde aérien. Puis après ça, t'as comme le tableau de sortir, de se rendre à la ville pour sortir de l'île. Puis après ça, c'est comme, le boss de la fin, là. Fait que tu sais, c'est très jeu vidéo. Tu sais, il y a plus que ça dans le film, là. Il y a d'autres affaires au travers, là. J'ai pas tout expliqué le film au complet, mais ça file quand même assez compartimenté. Puis vraiment, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires qui débordent un peu de sa case par moment. Cyclone qui dit dans le chat, pour un film Jurassic, penses-tu qu'ils sont obligés de mettre des enfants pour aller chercher ce public-là ou ça pourrait être des films pour les plus vieux? Ben, je pense que ça fait partie de la licence d'avoir un aspect familial parce que, bon, je pense que c'est même que ça marche. Les dinosaures, ça va chercher la famille. Dans ce film-là, au début, j'étais comme pas sûr. Finalement, ça marche quand même dans le film. C'est pas ce qui m'a gêné. Mais oui, il y a tout le temps un peu ça qui revient quand même. Là. Ashitashi qui mentionne un genre de Dino Crisis. Ben ça, c'est drôle parce que, oui, effectivement, Dino Crisis, ça file pas comme Dino Crisis parce que Dino Crisis, c'est quand même très Resident Evil. Puis c'est moins... c'est moins par chapitre, mais en tout cas... Dino Crisis mêle plus les cartes là-dedans. D'ailleurs, Dino Crisis a inspiré pas mal le réalisateur d'avant, justement, Colin Trevorrow, pour des scènes dans Dominion. Mais bon, ça, c'est un petit détail comme ça. Cela dit, ben c'est ça, tu sais. Le film aussi prend un certain temps avant de mettre la gomme, avant de peser sa suce, tu sais. Tu sais, un moment donné, moi, j'avais mon parcomètre de char qu'il fallait que je remplisse genre à 1 heure du film, tu sais. Puis quand ma montre a sonné à 50 minutes, j'étais comme, OK, on vient d'arriver dans la première grosse scène d'action. Fait que, tu sais, c'est un film qui prend son temps. Encore une fois, c'est pas nécessairement négatif, mais tu sais, ça fait en sorte que vraiment le début du film, c'est vraiment de l'exposition, de l'anticipation. Ça a un rythme correct, tu sais, c'est pas plate, mais c'est ça, tu sais, tu vas... La deuxième partie du film, mettons, elle va beaucoup plus mitrailler justement l'action puis les set pieces et tout, là. Donc, c'est un peu débalancé à ce niveau-là, mais comme je dis, c'est pas nécessairement négatif. Tu sais, à la limite, ça fait un peu... Ça ressemble un peu peut-être à Godzilla, justement, par moment à ce niveau-là. Tu sais. Les scènes d'action sont quand même vraiment bien construites. Tu sais. Je pense que Gareth Edwards a comme un passé d'effets spéciaux, donc c'est quand même un réalisateur, je pense, qui maîtrise assez bien ça. Tu sais, le visuel, puis comment composer ces scènes-là et tout. Donc, les scènes marines en bateau là, qu'on voit dans les bandes annonces sont vraiment super cool. Tu sais, c'est bien réalisé. Tu sais, il y a comme un côté majestueux qui rappelle un peu une croisière aux baleines, mais en même temps, tu sais, il y a comme des dinosaures qui attaquent un bateau. Fait que, tu sais, c'est quand même frais. Ça sent pas du tout le réchauffé des restants de Jurassic Park. Donc ça fonctionne. Tu sais, les dinosaures mangent pas mal de monde. Là. Tu sais, à un point où est-ce que des fois, quand il y a des personnages qui arrivent, t'es comme, ça, c'est de la moulée à dinosaures, là, tu sais. Il y a des... Tu sais que... Tu sais qui va se faire manger quasiment, là. En même temps, c'est peut-être un défaut du film aussi, c'est que t'as l'impression vraiment, comme, assez vite de savoir, tu sais, OK, quel personnage est secondaire, quel personnage va se faire manger, puis quel personnage ne sera pas manger. Donc ça, là-dessus, j'ai pas vraiment eu de surprise, mais bon, quand même, tu sais, c'est au moins, contrairement à peut-être des autres opus de Jurassic World, justement, où est-ce qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de victimes.
Là, il y a un body count un peu plus élevé peut-être là, par rapport au pourcentage de personnages dans le film, puis le personnage qui s'en tire vivant. Puis bon, il y a vraiment, tu sais, dans tout ça, dans toutes les scènes, tu sais, tout est hyper détaillé et quand même bien construit, tu sais. Il y a une scène où justement quelqu'un qui se fait manger, là, je vais pas dire, là, mais tu sais, que tu vois tout le cou du dinosaure qui avale la patente. Tu sais, les dinosaures ont des petits poils, ben, comme des plumes, si on veut, sur certains détails. Tu sais, c'est vraiment... il y a quand même beaucoup d'amour qui a été mis là-dedans, donc ça, c'est vraiment appréciable. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de scènes, des fois, qui se résoudent un petit peu, peut-être, de façon très facile, où est-ce que, tu sais... Tu sais, comme un moment donné, sans rentrer dans les détails encore une fois, il y a comme une gang de personnes qui se font attaquer par un dinosaure. Puis là, le dinosaure, il est pas capable de les manger, fait qu'il s'en va. Puis là, tout le monde fait littéralement un « Yeah! Oui! Wouhou! » Tout le monde. C'était comme « On a gagné », tu sais. Puis généralement, dans un film de Steven Spielberg, c'est cet exact moment-là où est-ce que ce dinosaure-là reviendrait en courant puis en passant au travers du mur pour justement relancer l'action de plus belle, tu sais. Mais pas dans ce film-là. Pas ici. Fait que tu sais, c'est comme... Il y a de la tension, mais on est comme... Des fois, on dirait que ça part vite, puis c'est comme... bah ok, c'est fini, tu sais. C'est comme, ok. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu genre... peut-être facile par moment, mais bon. Mais c'est ça, tu sais, vraiment, plus le film avance un moment donné, comme je l'ai dit, on dirait que tu comprends vraiment qu'est-ce qui va arriver au final. Fait que tu sais... Même, on dirait, la réalisation, peut-être par moment, a fait en sorte que ça baisse un peu vite, peut-être, d'intensité. Mais bon, malgré tout, la vedette du film, comme je dis, même si le film met pas le focus là-dessus, ça reste les dinosaures. Les dinosaures dans le film sont vraiment cool. Il y en a certains qui ont eu un makeover, un nouveau look. Il y a le fameux le Spinosaurus qui était comme le méchant dans le troisième Jurassic Park, le Jurassic Park 3 de Joe Johnston, qui était genre, dans le fond, dans ce film-là, un genre de gros, un T-Rex plus gros, mais avec une espèce de crête sur le dos. Maintenant, lui, ils sont rendus juste comme paléontologiquement corrects, donc des animaux qui sont pseudo-aquatiques, qui ressemblent à des crocodiles. Oups. J'ai quelque chose qui a lâché ici. Ok, je pense qu'on est correct. Ça va. Donc, eux, ils ont un makeover assez cool, mais bon, ils sont quand même assez terrifiants, puis ils ont une bonne présence dans le film. Il y a un nouveau T-Rex aussi dans le film, qui est comme... Vraiment, moi, je l'ai trouvé attachant, ce T-Rex-là, parce qu'il est comme grassouillet un peu. C'est un bon vivant. Puis on le découvre en train de dormir. Puis ça m'a vraiment... Puis tu sais, il dort un peu comme un chien. Puis c'est vraiment très drôle, même si tu sais très bien que ce qui va arriver après va être terrifiant. Mais quand même, je l'ai bien aimé. Il y a aussi un gros goût dans le film. Il y a un petit dinosaure cute qui suit les personnages parce que, bon, ça prend ça. Donc, qui est un Achilope. Donc, Achilope, c'est qui est une espèce de petit dinosaure à crête herbivore gentil, la grosseur d'un chien là, qui est là pour vendre des bébelles. On se le cachera pas, là. Mais bon, c'est mignon, alors ça va, ça passe. Les nouveaux dinosaures aussi ont tous des looks très cool, comme le Titanosaurus qui est, comme je dis, une espèce de brontosaure gigantesque avec une crête. Une très belle scène avec lui, très majestueux. Le Quetzalcoatlus qui était comme présent dans le film d'avant, mais juste pour comme décalisser un avion. Là maintenant, il y a vraiment plus il a l'air vraiment d'une grosse crise de dinde préhistorique, donc ça c'est hot. Et surtout les dinosaures mutants dans le film. Donc tu sais, les hybrides qui étaient comme un peu le pain pis le beurre de Jurassic World, la franchise, qui était dégueulasse, là, le Indominus Rex puis le Indoraptor, là, c'était pas des dinosaures, ça avait pas l'air des hybrides, ça avait l'air des dinosaures génériques un peu. Ben là, les nouveaux dinosaures qui sont là, c'est vraiment des croisements, puis tu le sens, tu sais. Donc, il y a comme le Distortius Rex, qui est comme le T-Rex déformé et tout, là, que je vais vous laisser le plaisir de découvrir, mais qui ressemble un peu à un Rancor dans Star Wars. Donc, un look très cool, très grotesque, qui fait du sens avec l'idée du film. Il y a aussi les mutadons, qui sont comme des pteranodons mélangés avec des raptors, des vélociraptors, qui sont comme, eux autres, des espèces de dindes enragées. Ils me font penser beaucoup à, tu sais, dans Dark Labyrinth, là, les méchants qui ont là des têtes de vautours, là.
Ils ont vraiment une sale gueule, mais tu sais, ils fonctionnent super bien comme des méchants, puis ils sont comme sont très cool. Donc, tout ça, les dinosaures dans ce film-là sont irréprochables. Mais l'affaire qui m'a vraiment gossé, c'est le monde dans lequel ils évoluent, ces dinosaures-là. Donc, l'île en tant que telle est genre fucking fake. C'est genre, il y a trop de... Il y a toujours trop de CG. Tu sais, on dirait qu'ils ont rajouté des montagnes de roches de forme spectaculaire, des arches de rochers, des cavernes gigantesques. On dirait que cette île-là a l'air de la planète Pandora dans Avatar. Puis ça m'a comme un peu gossé parce que c'est comme... Il n'y a pas de place sur Terre qui a l'air de tout ça, mais en même temps, je comprends que tu veux que ça ait l'air d'un Lost World, mais là, tu sais, c'est pas ça la prémisse du film non plus. Ça fait pas... On dirait que ça clash un peu avec le ton du réalisme qu'on essaye d'avoir un peu, peut-être. Donc, ça m'a un peu gossé, tu sais, puis... tu sais, c'est vraiment, on dirait, des détails, là, qu'est-ce que je dis là. Mais tu sais, c'est vraiment le focus de Gareth Edwards, les détails dans ces affaires-là. Fait que, tu sais, de vouloir justement construire un monde crédible. Mais, tu sais, on dirait que ces détails-là finissent par prendre le dessus par moment. Puis, tu sais, ça m'a pas gâché le plaisir, mais on dirait que ça m'a fait en sorte que j'y croyais moins un peu, tu sais. Tu sais, dans Jurassic Park, puis dans The Lost World, puis même tous les autres films d'avant, tu sais, c'était beaucoup des vraies locations, tu sais, ou des studios, bien sûr, mais tu sais, c'était comme des endroits réels. Fait que, tu sais, les dinosaures avaient l'air plus vrais parce que c'était comme dans le vrai monde, tu sais. Là, c'est comme... T'as l'impression vraiment que c'est un petit peu comme... Des fois, une planète dans l'espace. Mais, tu sais, pis c'est ça. Tu sais, des fois... On dirait qu'il y a trop de sauce, tu sais, pour ce que ça donne, puis ça fait un peu décrocher. Tu sais, comme il y a une scène où est-ce que maintenant on voit un troupeau de dinosaures, puis c'est des dinosaures, tu te dis, voyons, il y a bien trop de dinosaures pour que tout ça se passe sur une île. C'est impossible qu'une île, tu sais, fonctionnerait avec autant de dinosaures de même. Puis comme je dis, c'est un détail, mais c'est comme Chris, c'est un détail qui est là. Il y a un détail qui est comme juste un petit peu too much, puis ça fait un peu des fois te faire dire, ah, mais ce film-là, ça enlève un peu de crédibilité, mais bon. Eldo Derino qui dit Hear Me Out, Dinosaurs in Space. Ça, c'est Dino Crisis 3. Puis Hear Me Out, on n'en retournera plus jamais là. mais c'est ça. Côté performance, les acteurs, comme je dis, c'est vraiment peut-être le côté le plus solide du film. Le film est comme... Le cast est surqualifié pour la job qui est là. Scarlett Johansson, même si elle a comme toujours ce vibe Black Widow de femme badass en contrôle de la situation, dans ce film-là, elle est un peu plus humaine que, mettons, Black Widow dans les films de Marvel, ce qui la rend quand même intéressante. Son personnage a une espèce de cheminement dans le film, ce qui est quand même assez impressionnant là, pour ce genre de film-là, d'avoir un personnage qui commence en étant moins bon qu'à la fin, puis que ça fasse du sens. Fait que ça, c'est bien, t'sais. Ça prend Scarlett Johansson pour réussir à faire transcender ça. Jonathan Bailey qui joue Loomis, le paléontologue, son personnage, il est tellement bien joué que tu comprends. Ce dude-là joue un nerd qui n'a plus rien à perdre, qui est en train de vivre, genre, il est comme... Tu sais, c'est comme... ce gars-là, il a clairement laissé une lettre d'adieu à la maison parce qu'il se disait, moi, man, je m'en fous si je meurs dans cette expédition-là à me faire manger par des dinosaures. Chris m'avoir vu des dinosaures, tu sais. C'est vraiment son vibe qu'il a. Puis ça fonctionne numéro 1, tu sais. Son personnage, tu sais, il est crédible de gars, genre... Tu sais, c'est pas comme dans Prometheus, quand le gars qui est comme un biologiste qui s'en va étudier des extraterrestres, quand il arrive dans la station spatiale des extraterrestres, le gars, il capote puis il panique, tu sais. C'est comme, non. Ce gars-là, c'est un paléontologue, il veut voir des dinosaures, man. Il est prêt à faire un esti de paquet d'affaires pour voir des dinosaures, puis ça fait du sens. Ça marche, tu sais. Mahershala Ali, comme je dis aussi... qui est un peu présenté comme étant comme le voyou de la gang. Tu te rends compte que c'est comme, ah non, dans le fond, c'est lui qui a comme... Non, il y a des principes, tu sais. Puis tu comprends aussi d'où ça vient, tout ça. Les personnages, leurs dialogues sont subtils, mais bien écrits, tu sais. Tu comprends vraiment son cheminement, puis tu t'attaches à ce personnage-là. Martin Krebs, qui lui joue justement le personnage froid du capitalisme, mais tu sais, qui est pas caricatural non plus. Donc, Rupert Friend, pardon, Martin Krebs, c'est son nom de son personnage.
Donc, tu sais, qui est pas trop caricatural, puis qui est pas comme un personnage que tu dis, ah, ben on le sait bien, là, il va dire des niaiseries. C'est le gars qui va faire les bêtises, qui va attacher ses lacets tout croche parce que c'est un riche, fait qu'il a jamais attaché ses lacets. Tu sais, c'est pas ce genre de personnage-là. Donc, ça fonctionne bien. Puis bon, toute la famille Delgado, je rentrerai pas en détail, mais tu sais, la famille qui est là a aussi un cheminement de personnages qui est là, tu sais. Puis ça fonctionne quand même assez bien, tu sais. Il y a même un personnage qui est comme le dom-dom, l'espèce de chum de la fille du père de famille, tu sais, qui est un peu comme un crétin, mais finalement, au début, on est comme, tu sais, il va sûrement se faire manger, puis ça va être bien correct, tu sais. Puis finalement, plus ça avance, puis t'es comme, ah non, faudrait qu'il survive, dans le fond, tu sais. Je pense que... il est correct dans le fond. T'sais. Fait que ça va. Tous les personnages ont un bon arc crédible. Donc ça, à la limite, ça fonctionne bien. Mais tu sais, évidemment, tout ça vient de la magie peut-être du scénario. Donc de David Koepp, qui à la fois très habile, mais à la fois peut-être la partie qui m'a peut-être, comme je dis, un peu laissé sur ma faim, dans le sens que je pense que mes attentes étaient très hautes envers ce film-là. Vu que c'est David Koepp, je le voyais vraiment comme le Jurassic Park 3 de David Koepp. Au final, c'est ça. Mais j'aurais aimé peut-être que ce soit un petit peu plus sérieux, mais en même temps, en toute honnêteté, tu sais, je pense que Jurassic Park ne pourra plus jamais être quelque chose de sérieux comme le premier film, parce que le premier film avait toutes les cartes pour faire de quoi de bon, alors que tous les autres films se retrouvent avec la carte de avoir des dinosaures, puis justifier d'avoir des dinosaures à l'écran, puis justifier pourquoi il y a plein de monde qui s'en vont là, puis qu'il y en a qui vont se faire manger, puis que ça va être une aventure, tu sais. C'est un peu la dette qui vient avec cet univers-là, mais bon, comme je dis, la prémisse fonctionne. Donc, David Koepp a écrit son Jurassic Park 3 là-dessus. Alors, ça, c'est quand même cool à ce niveau-là. Ça fait du sens de retourner sur l'île. Les personnages sont là, tout ça marche. Il y a quand même aussi, comme je disais, des dialogues. Là, j'en reviens beaucoup sur les personnages parce que c'est vraiment le focus des fois. Pas des fois, mais un gros focus du film. D'avoir justement... il est vraiment habile pour créer des dialogues que des fois, pendant le cours du dialogue, t'es comme, pourquoi ces personnages-là, ils se disent ça, tu sais? À un moment donné, il y a une scène avec justement Zora et Duncan là, qui se parlent pendant 5 minutes un peu de leur vie, puis t'es comme, pourquoi il y a ça? Puis genre, tu te rends compte down the road que, ok, là, c'est parce que dans le fond, maintenant, je care pour ces personnages-là, ça fonctionne bien. T'sais, on oublie que des fois, il faut les développer, ces personnages-là. Donc ça, c'est un peu ça fonctionne, donc tout est là. Hey, merci de River 16, de River 16 pour ton follow, c'est bien gentil. Merci d'être parmi nous, j'espère que ça va bien. Bienvenue parmi nous. Mais c'est ça, donc tout ça finit par payer plus tard, même si des fois, comme je dis, ben c'est ça. Sur le moment, ça fait peut-être un peu grincer des dents ou t'es pas certain, mais bon, tu sais. Puis bon, il y a des moments nono dans le film, là. Il y a beaucoup de moments un peu nono, mais tu sais, comme je dis, je pense que ça vient un peu avec la franchise, tu sais. À toutes les fois qu'il y a des moments nono, j'essaie de me rappeler que dans le fond, dans Jurassic Park The Lost World, il y a comme un personnage qui fait de la gymnastique à un moment donné puis qui kick un vélociraptor, qui réussit à tuer un vélociraptor avec le pouvoir de la gymnastique. Fait que tu sais, rendu là, tout est possible. Mais bon, tu sais, par contre, ce qui est vraiment cool d'avoir David Koepp pour ce film-là, pour les fans de Jurassic Park, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il a enfin pu terminer sa run d'adaptation des 2 livres, du moins du contenu qui n'avait pas encore été adapté à l'écran. Surtout des parties de The Lost World. Parce que comme je dis, The Lost World, le livre a été un peu écrit, pas en parallèle, mais tu sais, le film et le livre n'ont pas nécessairement tenté de trop être proches l'un de l'autre. Alors, maintenant, avec du recul, on dirait que David Koepp a pu aller chercher des éléments des livres et tout qui étaient là. Tu sais, un peu comme, tu sais, Amazing Spider-Man là, avec Andrew Garfield quand il est sorti. Ça allait comme chercher les autres affaires de Spider-Man qui n'avaient pas été adaptées par Sam Raimi. Puis là, t'as comme l'impression que c'est un peu ça qui se passe. On va chercher les morceaux du livre qui n'avaient pas encore été adaptés pour les ramener justement à l'écran. Donc ça, c'est cool, tu sais... comme je disais, le personnage de Henry Loomis, donc le paléontologue, comme, tu sais,
il ressemble vraiment beaucoup au personnage du paléontologue, le nouveau personnage dans The Lost World, Richard Levine, dans le sens que il y a littéralement des dialogues. Il dit un dialogue qui est comme clairement tiré du livre de ce personnage-là, où est-ce qu'il parle de la survie de l'homme, puis de la présence de l'homme, puis sur l'histoire de la Terre et tout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc tu vois qu'il va vraiment chercher des attraits de ce personnage-là qui est important dans le livre, qui n'a jamais été adapté à l'écran pour le mettre dans ce personnage-là. Donc ça fonctionne. Tu sais, bon, la fameuse scène de la rivière que je mentionnais tout à l'heure dans le livre, donc où est-ce que dans le livre, le Dr. Grant avec les enfants, se font poursuivre par le tyrannosaure dans une rivière en pensant qu'ils sont en sécurité dans la rivière pour découvrir que le T-Rex peut nager. Ben, vous l'avez vu dans les bandes annonces, il y a comme une scène un peu comme ça dans le film que Steven Spielberg voulait mettre à l'époque dans le film, mais qui était vraiment trop coûteuse à faire parce qu'il aurait fallu construire un bassin pour tourner avec le robot T-Rex, puis ça aurait coûté bien trop cher pour faire tout ça. Donc, cette scène-là est enfin mise à l'écran. Et puis, toute la dernière partie du film, que je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, pour pas vendre la mèche, pratiquement tous les éléments de la fin, de qu'est-ce qui se passe, excepté le boss de la fin, mettons, tous ces éléments-là viennent du livre de The Lost World, justement, comment le livre des personnages finissent par justement résoudre leurs affaires. Tout ça vient justement du livre de The Lost World. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis bon, l'idée de, comme je disais, des dinosaures mutants, ou du moins de vouloir transformer ces dinosaures-là, comme je mentionnais tantôt, c'est quelque chose qui est abordé dans le livre. T'sais, pourquoi se résoudre à faire des dinosaures quand on peut créer des dinosaures de parcs d'attractions qui sont beaucoup plus intéressants pour les visiteurs. Fait que voilà. Donc, somme toute, j'ai vu le film Cyclone en version flat. Donc, c'était pas en 3D, c'était en cinéma régulier. Donc, en 3D, c'est potentiellement intéressant parce que, bon, Gareth Edwards aime beaucoup jouer avec les perspectives. Puis bon, il y a certaines scènes avec des dinosaures gigantesques qui peuvent être quand même intéressantes à voir en 3D, mais je pourrais pas dire si ça donne mal à la tête et tout. Ashy Slashy qui demande: penses-tu que c'est le début d'une nouvelle trilogie? Oui, forcément. Le film, tu sais, je veux pas spoiler rien pour la fin, mais tu sais, je te dirais, il y a pas de direction claire à la fin de qu'est-ce que ce serait, mettons, un autre, mais c'est clair que Jurassic Park, Jurassic World est une franchise que clairement Universal va le ramener. Potentiellement, je pense que c'est une meilleure direction qu'on a en ce moment que de continuer dans l'idée de Jurassic World. Quoique Jurassic World aurait pu peut-être pousser certaines autres idées. Mais donc, pour ce film-ci, comme je disais, mes attentes pour le film étaient comme possiblement trop hautes. J'aurais aimé que ce soit peut-être plus nerdy, plus scientifique que c'était là. Mais avec du recul, je pense que quoique le film a peut-être un rythme un peu débalancé par moment, puis peut-être pas assez de focus sur les dinosaures, et surtout peut-être un peu moins horreur que ce que j'aurais aimé, ça reste quand même vraiment une belle ride, puis définitivement quelque chose qui va parler le bon langage avec les fans de la série, ou du moins les amateurs de dinosaures qui cherchent un film d'aventure avec quand même pas mal de rebondissements et pas mal de contenu, parce que c'est un film quand même assez chargé. Alors, pour toutes ces raisons, je lui donne quand même une recommandation. J'ai pas passé du mauvais temps. Comme je dis, peut-être qu'éventuellement cette franchise-là, cette nouvelle franchise-là va évoluer vers quelque chose de plus dark, ou du moins il y aurait peut-être potentiel à y avoir même des spin-offs peut-être plus dark, justement. Mais pour le moment, on s'éloigne quand même du ton de Jurassic World, qui était un petit peu trop farfelu à mon goût. Et puis, c'est une bonne chose là-dessus.